l'écran, enfin de la caméra, ça s'arrête là à peu près. Ok. Donc, tu bouges comme tu veux ou tu restes là Ouais. comme tu veux. Je te cadre jusqu'au mur. Ouais, je serais plus par là, je pense. Ok, cool. Bon, bah, on va démarrer parce que ça va faire venir les autres. Donc bonsoir, c'est le 66e Perfug. Donc on est quasiment à 6 ans et demi là, en durée de vie, on est plutôt content. Et pardon, je me suis trompé du numéro, donc c'est 66e. Et donc bah, on a le plaisir d'accueillir Nicolas aujourd'hui. Nicolas qui est freelance, qui bah, est passionné de craftsmanship et qui est tech lead chez plusieurs clients. Et qui va aujourd'hui nous parler d'une implémentation de Spring Cache avec Couchbase. Le message traditionnel du sponsor Octo qui vous fournit l'apéro et les locaux. Et puis voilà, donc bah, aujourd'hui les organisateurs, il n'y a plus que des gens d'Octo. Donc Benjamin ici et moi. Octo fournit juste la bouffe et les locaux. L'idée c'est que le Perfug reste un truc ouvert à tous. Donc on voulait parler de performance au sens large. Donc si vous voulez rejoindre Octo, ou accessoirement si vous voulez juste venir causer perf ou participer à l'organisation, héberger le meet-up chez vous, n'hésitez pas, c'est pas Octo only quoi. Voilà. Le prochain Perfug est le 20 novembre, mais on vous l'annoncera un peu plus tard, mais déjà voilà, c'est préparé. Quoi? Ah oui, c'est vrai, octobre. Excuse-moi. Bon, vous voyez, on n'est pas super bien rodé. Ok, bon, bah on reviendra vers vous alors, mais il y a octobre, effectivement, je vais sauter un mois. Donc maintenant, je laisse la place à Nicolas. Hop. Et donc, conformément à sa volonté, je vous propose de faire les questions à la fin, autour de l'apéro qu'on a déjà préparé, comme ça va bien se passer. Voilà, merci. À toi Nicolas. Ouais, bah avant tout, je voudrais remercier SFR qui m'a laissé faire le sujet en fait, de pouvoir présenter ça, et le Perfug et Octo pour m'accueillir aujourd'hui. Donc merci. Donc ouais, je me présente, donc Nicolas Lovert. Je suis développeur Java, j'ai une quinzaine d'années d'expérience et j'interviens, donc je suis freelance aujourd'hui, j'interviens en tant que tech lead chez des clients. Donc ce soir, je vais vous présenter une implémentation de Spring Cache que j'ai fait avec Couchbase. Donc dans la présentation, on va voir pourquoi en fait un cache classique n'a pas répondu à nos besoins. Pourquoi j'ai dû donc implémenter en fait cette version de Spring Cache. Et bah, également les différentes contraintes qu'on m'a demandé au niveau des caches et comment j'ai résolu chacune des étapes. Donc pour le contexte, alors c'est une application qui est sur le backend TV de SFR, donc qui en fait envoie toutes les informations, alors c'est que du REST, qui envoie des informations en REST aux box TV, aux applications web et également aux applications mobiles. Donc il y a quand même pas mal de volumétrie parce que des soirs où il y a des grands événements comme aujourd'hui où c'est qu'il y a la Ligue des Champions, ça peut monter jusqu'à 9000 appels par seconde. Donc ça commence déjà à faire pas mal. Et bon, pour tout comprendre, c'est une application qui est en multi-instance, c'est déployé sur deux clusters Kubernetes. C'est à peu près réparti, un dans le nord de la France, un dans le sud, pour les charges, vu que les box sont un peu partout en France. Au moment où j'ai fait ce cache, il y avait des clusters Swarm et Kubernetes. Donc c'était doublé, aujourd'hui c'est que sur Kubernetes. Pour comprendre, c'est à peu près c'est plus de 20 pods par cluster. Et bah, suivant en fait la charge, là on peut monter jusqu'à 100 pods. Donc c'est également une application qui est faite en Spring Boot, en backend. Donc derrière pour stocker les données c'est du Couchbase. Et donc on déploie des images Docker directement sur Kubernetes. Donc quand je suis arrivé fin de l'année dernière, en fait il y avait un cache qui existait. Alors pour comprendre, au départ il n'y avait pas de cache. Il y a pile poil un an, il y a eu des petits problèmes de performance justement où c'est qu'à un moment il y a des applications web qui ont eu des soucis, qui ont vraiment bourriné le SI et ça a fait tomber plusieurs applis. Donc, quand on met pas mal d'argent sur des événements, c'est un peu gênant. Donc il y a eu une mise en place d'un cache assez rapidement. Ça s'est fait à peu près en 3 jours, où c'est qu'ils ont dû intervenir assez vite. Donc bon, le principe c'était déjà de trouver un cache avec Spring, ils ont pris Hazelcast, donc et de rajouter des annotations at cacheable partout. C'est pour ça qu'il y a aussi une contrainte, on verra, c'est qu'il n'y a pas eu forcément
beaucoup de temps pour mettre en place sur l'analyse, en fait pour vider les caches par des cache put au démarrage pour dire voilà, à chaque fois qu'une donnée arrive, il faut la rafraîchir. Et il y a également un cache, enfin sur chaque application, il y avait un cache local pour les gros objets qui sont supérieurs à 1 méga. Alors juste avant, j'ai oublié, est-ce que tout le monde connaît Java? Oui. Et Spring? Spring Cache aussi? Pas de souci. Couchbase? Bon, bah c'est parfait. Il y aura moins de rappels à faire. Donc, je vais lister un peu les problèmes qu'ils avaient donc, quand on m'a détaillé le sujet. Ouais, alors Couchbase, en fait, c'est une base de données NoSQL qui va être orientée avec les valeurs, où on va stocker directement les documents. Et il y a un gros avantage, en fait, c'est que cette base, quand on va installer des... En fait, on va faire un cluster, on va installer des nœuds et il y a une réplication qui est gérée. Donc la réplication se passe aussi bien au niveau des index que des données. Mais voilà, le gros avantage, c'est il y aura un réplica. Donc si on insère une donnée à un endroit, elle peut se retrouver sur plusieurs nœuds. Donc ça va être un point important de pourquoi il y a eu ce choix-là après. Et donc dans les termes qui seront utiles, en fait, quand on déclare, quand on veut mettre les données à l'intérieur de Couchbase, donc on a les différents nœuds, on va parler en termes de bucket. Donc c'est vraiment, on peut pas dire comme une base parce qu'en fait il n'y a pas de schéma, mais c'est un endroit où on centralise. Donc on va prendre le nom de l'application, on fait un bucket et on va mettre l'ensemble des documents dedans. Donc comme ça c'est séparé par bucket au niveau de l'administration. Donc les problèmes, alors sur Hazelcast, déjà il n'y avait pas de communication entre les sites parce que le serveur Hazelcast était déployé en fait pareil que les clusters applicatifs. Et l'idée c'était de ne pas avoir de communication entre celui-là qui est sur Paris et celui-là qui est dans le sud de la France. Il y avait des problèmes de dépendance avec Spring Boot et les versions de Kubernetes, parce qu'on doit quand même dans Spring déclarer certaines versions et embarquer certaines librairies. Sauf que dans le site, là, il y a des applications en Spring Boot 1.5, il y en a en 2. Et donc quand on veut faire une mise à jour, c'est un peu compliqué parce que des fois c'est plus compatible. Il y avait également des problèmes sur l'éviction. Ça on verra sur le slide d'après, mais en fait quand la donnée est arrivée à échéance, donc par exemple on voulait faire une éviction toutes les 10 minutes par exemple, s'il y avait un cron qui tournait et qui va appeler la méthode où on va dire supprime les données du cache, vu que la donnée n'est pas en cache, tous les appels qui arrivent en même temps vont être effectués. Donc ça a eu un impact sur les performances. Il y a également eu des problèmes sur des conflits de modèles pendant la mise en production. Donc vu qu'on est sur une application multi-instance, en fait on va pas tout éteindre d'un coup, parce que de toute façon les box il faut qu'elles aient quand même des informations quand on se connecte, et si la home ne s'affiche plus, ça pose quand même un problème. Donc pendant une courte période, il y a 2 versions qui sont en production. En fait il y a un rolling qui s'effectue au niveau de Kubernetes et au niveau de Swarm. Donc ça posait un souci parce que si jamais une classe change, en fait, si on change son contenu à l'intérieur, au moment où on désérialise l'objet, la nouvelle version va pas comprendre et va dire non, en fait ça marche pas. Donc il y a quelqu'un qui passait son temps à faire des évictions, donc il a appelé un web service qui a appelé une méthode avec un class evict, et donc il fallait dégager tout ce qu'il y avait dans le cache en permanence. Sachant que sur Swarm c'était pas drôle, ça pouvait durer jusqu'à 2 heures la mise en prod. Donc la personne était très contente d'appuyer régulièrement pour dégager, donc ça faisait un certain nombre d'erreurs. Parce que pareil, la nouvelle application mettait la donnée et l'ancienne ne pouvait pas la lire. Et pour le cache local, là il y avait aussi un problème, c'est que pour faire une éviction, vu que c'est multi-instance et qu'on ne peut pas cibler un pod, alors tout le monde connaît les pods dans Kubernetes. Donc vu qu'on ne peut pas cibler un pod, en fait on pouvait dire voilà, en fait fais une éviction, mais ça concernait que une seule instance de l'application et pas toutes. Donc ça c'était les problèmes qui ont été remontés où il fallait trouver des solutions. Donc avant de démarrer, de soit paramétrer correctement, de rechanger le paramétrage d'Hazelcast ou de refaire quelque chose d'autre ou d'intégrer un nouveau cache, en fait j'ai fait un bench avec Gatling. Donc ici les courbes qu'on voit, par exemple, c'était le cache où il y avait une éviction toutes les 10 minutes. Donc toutes les 10 minutes,
Alors ça c'est le nombre d'erreurs, en fait ça c'est le nombre d'appels, il y a un scénario avec plusieurs types de requests, suivant la taille des messages retournés. Mais on s'aperçoit quand même que bon bah quand on a un bench comme ça, on n'est pas très content parce que voilà, ici on a quand même beaucoup de problèmes d'éviction. Et les temps de réponse, bah, ça impacte et c'est pas terrible. Donc dans les critères qui sont demandés, on va demander de ne pas casser tout le code. Parce que voilà, c'est bien, mais si on fait un autre truc et qu'on a pour 6 mois de tout changer le code pour l'adapter, bah, ça va pas être possible vu qu'il y avait quand même beaucoup de contraintes. De gérer le multisite, ce qu'on ne pouvait pas faire, et ça c'était aussi des contraintes en infra parce que le serveur Hazelcast était sur les mêmes clusters que les applications. De pouvoir gérer le changement de modèle, de ne pas saturer pendant l'éviction, et de gérer les objets volumineux. Donc quand on part, bon, bah, y a une partie recherche et développement, et je suis pas parti en disant coup je veux développer un truc, c'est pas la première idée qui m'est venue, il y a une grosse partie de recherche. Premièrement, c'était de déterminer le choix du cap. Alors, je sais pas si tout le monde connaît le théorème du cap, qui consiste à dire qu'en fait un système distribué, il peut pas garantir en même temps d'avoir une cohérence, donc la consistency, une disponibilité des données et d'avoir une tolérance au partitionnement, en fait, donc s'il y a une panne réseau quelque part et que l'ensemble réponde. Donc clairement le choix il a été fait sur le fait de la disponibilité et de la tolérance au partitionnement au niveau du réseau, parce que finalement si on met un produit en avant, donc quand je parle de produit là par exemple ça va être un film qui va être sur une box, si on le met en avant pour dire voilà on veut que les gens voient ça, finalement s'il y a 5 minutes d'écart, c'est pas très grave. C'est pas ce qui va poser un problème. Par contre que la personne ne voit pas et arrive sur une page blanche, ça c'est pas acceptable. Donc pour revenir sur les points qu'on a eu tout à l'heure, ne pas casser tout le code. Là on était sur du Hazelcast et du Spring Cache, donc en fait la solution, bah, c'est vite imposé de partir sur quelque chose avec Spring Cache. Finalement est juste une interface, et après il faut s'adapter, donc quand on veut utiliser Spring Cache, on met dessus la méthode, on fait un add cacheable. Il y a la value qui est le nom du cache qu'on va utiliser. Est-ce que ça parle à tout le monde ou pas? Ouais. Et il y a la clé qu'on va utiliser. Donc par défaut, ça va être les paramètres de la méthode, ou s'il y en a vraiment beaucoup, bon, en fait on peut, via une literal string, dire je veux prendre dans l'objet telle partie. Donc un petit rappel sur Spring Cache. Donc chaque cache, alors par exemple si on fait un add cacheable de product de type 1 et product de type 2, ça va être stocké dans une classe qui implémente cache, donc il y aura deux instances de cache pour stocker chacun des objets. Comme ça on partitionne bien en fait chacune des données et on mélange pas tout au même endroit. Donc dans les méthodes principales, en fait il y a le get. Donc comment ça marche sur un cache, en fait, quand on met la notation. Spring, il va voir que voilà, donc il y a la notation add cacheable, il va dire ok, il y a un get, il prend la clé, il va dans son système et il regarde si jamais il y a une valeur. S'il y a une valeur, il n'exécute pas le code, il retourne directement la valeur. Si jamais il n'y a rien, il retourne nul, et là, Spring Cache comprend que oui, je dois exécuter le code. Une fois qu'il exécute le code, il appelle le put, il prend avec la clé la valeur, il le stocke, et le prochain appel utilisera le get. Pareil, il y a une méthode d'éviction et clear, donc le add cache evict en fait va passer par l'éviction. Ça devrait supprimer la donnée du cache. Donc là on voit. Alors ça se passe, ça c'est juste une interface. Spring Cache il propose de faire ça, après c'est pour ça qu'on doit choisir une implémentation. Et l'implémentation, bah, Hazelcast va gérer tout ça. De toute façon, oui, on met pas juste Spring Cache comme ça parce que ça marche pas, quoi. Et c'est pour ça qu'on voit s'il n'y a pas la donnée, bah, en fait plusieurs personnes vont appeler le get et finalement bah, ça sera tant qu'en fait elle n'est pas mise dans le put, bah, il se passe rien. Et la deuxième chose importante, donc si on veut refaire un cache, donc il faut proposer une classe qui implémente le cache qu'on a vu tout à l'heure. Et il y a Abstract Cache Manager. Donc ça va s'occuper de la gestion
Comment je vais administrer mon cache, enfin qu'est-ce qui va se passer. Donc il y a deux méthodes qui servent plus, enfin voire trois. Il y a le load cache au démarrage. Si on souhaite paramétrer quelque chose de spécifique, donc au démarrage, il va prendre nos paramètres, il va retourner une liste de caches, une liste des objets qu'on a vu tout à l'heure. Et donc le cache de type 1, il peut être créé au démarrage, le cache de type 2. Ça, on peut mettre des options. Donc si on veut si on veut le paramétrer, ça va se faire dans cette méthode. Les autres méthodes, il y a le getCache à chaque fois qu'il va rencontrer le addCacheableValue de mon cache de type 1, ça va passer dedans. Il y a aussi le getMissingCache. S'il ne connaît pas ce cache, il va passer dans cette méthode et il va dire qu'est-ce que je fais si ça n'existe pas. Donc là, on peut choisir ce qu'on implémente aussi. On peut très bien dire en fait, je serai une exception et j'arrête tout parce que je dis non, en fait, t'as pas le droit de passer dans quelque chose que j'ai pas déclaré et paramétré. Ou on peut créer un cache à la volée et comme ça de proposer quelque chose. C'est la solution que moi après j'ai retenue. Ça c'est un exemple dans mon code et on verra plus tard. En fait le mixing cache, ici en fait moi j'ai un cache builder et je lui dis voilà tu vas construire un cache. Et le load cache en fait ça récupère une map avec l'ensemble de mes caches qui sont déjà paramétrés, parce que j'ai pas mal d'options qui sont proposées, et ça va être créé au départ. Donc dans les critères demandés, si on garde du Spring Cache, en fait je ne veux pas casser tout le code, ça sera assez invisible, je vais juste enlever AzelCast et je vais prendre mon implémentation ou n'importe quelle autre implémentation de Spring Cache, et dans ce cas-là, il n'y a personne qui va redévelopper derrière. Maintenant on va s'intéresser à gérer le multisite. Donc là, avec ça, en fait, j'ai fait un peu de recherche et je suis tombé sur le Labs de Couchbase qui avait justement fait donc plus pour moi en mode POC, une implémentation de Spring Cache avec Couchbase. Donc ça c'est leur lien sur GitHub. Donc pour moi ça résout un problème quand même qui était assez demandé, qui était le multisite. En fait, vu que la base Couchbase est répliquée entre les deux sites, vu qu'elle n'est pas au même niveau que les applications, déjà si je commence à stocker ma donnée là-dedans, en fait, si quelqu'un sur Paris met à jour, en fait, de l'autre côté, dans le sud de la France, il le voit et il peut récupérer la même donnée. Donc là, je me dis, c'est cool, en fait, j'ai déjà trouvé un projet qui fait ça. Mais en fait, il y avait quand même quelques soucis. C'est que ce projet, il n'y avait pas de commit depuis janvier 2017, ça gère pas les derniers buckets. Donc les buckets, il y avait des types, il y a Couchbase qui va être... en gros, la donnée arrive, elle reste en mémoire, mais elle est quand même persistée sur le disque. Et il y avait des nouveaux buckets qu'on voulait par la suite pouvoir mettre en place, qui sont éphémères, qui gardent que en mémoire. Donc en fait, on accélère encore le temps de traitement. Et aussi le dernier point, ça utilise des vues. Et ça, quand j'en ai parlé, donc au niveau de l'infra, on m'a dit en fait les vues on n'en veut pas parce qu'on a déjà eu des benches avec Couchbase et en fait ça donnait pas des performances attendues, ça donnait des problèmes. Mais bon, si on reprend quand même le truc, le projet, en fait l'implémentation elle est assez simple, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de classes et le projet il peut fonctionner. Il y avait quelques tests. On peut facilement modifier les vues avec le mode clé-valeur, qui là pour le coup est très performant sur Couchbase. Et aussi je pouvais dédier un bucket pour le cache et pas mélanger en fait les données de mon application et pas les taper dans le bucket. Je dis ok, je veux dédier quelque chose et donc on peut gérer le multisite. Donc si on fait un petit POC vite fait d'une implémentation d'un cache avec Couchbase, on va simplement passer le bucket. Donc le bucket, ça vient d'une API qui s'appelle le SDK de Couchbase. En gros, c'est leur driver Java pour accéder à la base de données. Donc c'est simplement un bucket.get, on lui donne la clé, et on lui donne le type de document qu'on veut, et il retourne l'objet. Pareil, il y a un upsert qui fait un save or update, et ça gère le remove ou passer des queries. Donc là, si on part sur quelque chose de simple, on va simplement dire que voilà, sur un get, je vais prendre une clé, et je vais aller chercher dans le bucket cette clé, et je redonne un document sérialisé. Alors là, j'ai choisi les documents sérialisés plutôt que du JSON, parce que déjà, j'avais pas besoin de prendre en compte le type de l'objet pour dire il y a tel mapping à faire. Et ça s'est vite avéré que de stocker directement en binaire, il y avait un ratio de 1 à 6 quand même en performance. Donc c'était quand même beaucoup plus rapide de récupérer l'objet directement en Java, qui était sérialisé. Le put c'est pareil, on va le prendre, en fait on a la clé, on a la valeur, c'est assez facile d'insérer le document. Et pour l'éviction, il y a le remove,
Donc tout est assez bien géré, ça se fait assez facilement. Donc gérer le multisite, là on peut dire que ça peut le faire. C'est une solution qui m'arrange. Maintenant on va revoir ce que j'avais dit avant, c'est que le changement de modèle, alors ça c'est une contrainte que j'ai eue, mais ça se limite, et tout le reste est développé par rapport à ça. Il n'y a que 2 versions en prod à un instant T. Je ne vais pas avoir à gérer 4, 5 versions ou autre chose. Donc ça partira comme postulat. Donc si on va prendre un exemple de changement de modèle, alors là on a une classe portfolio avec un ID, un nom et j'ai un product. Donc ça c'est en version 2.0.4 et en fait je vais passer dans une version 2.1.0 et mon produit qui est ici, ça va devenir une liste de produits. Donc au moment où je vais désérialiser, ça va pas bien se passer. Je vais avoir des gros soucis. Mais l'avantage, vu que là c'est moi qui implémente mon propre cache, en fait ça je vais pouvoir le récupérer. Donc là c'est la méthode get. Bah, en fait quand je vais faire mon bucket.get, il va me dire bah je comprends pas mais il va me faire une transcoding exception. Et ça je peux le catcher. Et je peux lui dire bah en fait quand t'as ça, on va gérer là-dedans, je vais gérer mon cas de dire bah non tu récupères, tu sais pas quoi en faire, mais moi je vais te dire quoi en faire. Dans un premier temps on dit on retourne nul, ça veut dire continue d'exécuter le code. Mais si je dois faire quelque chose, c'est ici que je dois gérer le changement de modèle. Donc on va voir différents cas possibles. Parce que cette les mises en production, je vous ai dit, ça pouvait durer jusqu'à 2 heures. En fait, on va devoir gérer une mise en production où il n'y a pas de changement de modèle. Donc ça, c'est facile parce qu'en fait, il va récupérer directement, ça passe, il n'y a pas d'exception, on retourne la donnée. Donc ça, c'est facile à gérer. La mise en production avec changement de modèle, celle-ci, elle me pose un problème. Pareil pour le rollback avec changement de modèle, parce qu'il faut aussi penser à ce cas-là. Et le rollback sans changement de modèle, lui, il est facile. Et bien pour gérer ça, en fait, il y a quelque chose que je pouvais faire, c'était de me baser sur la clé. Vu que j'ai toujours la main dessus, en fait, quand je fais un get, le key, il provient du add cacheable avec la clé qui m'est donnée en paramètre. Sauf que cette clé, même si on me dit, voilà, ça s'appelle, c'est un ID avec un nombre, bah, je peux quand même faire des choses. Je peux la changer avant d'insérer en base, ou au moment où je vais chercher. Je peux également composer ma clé comme je veux. En fait, la clé que je vais utiliser pour stocker dans Couchbase, dans le cache, ça va pas être la même. Je peux rajouter le nom de l'application, un numéro de version, et d'autres choses. Je peux incrémenter la version du cache. Si par exemple je le démarre, je suis en version 1, si jamais j'ai une exception, donc je sais qu'en fait le cache, il va avoir, on ne peut pas récupérer la donnée, bah, je vais pouvoir la stocker et dire que là ça va être une version 2 en fait. Et la version 1, elle va continuer de vivre sa vie, mais il y aura une version 2. Ça c'est bien, mais en fait en même temps il faut que je puisse dire aux autres applications qui vont démarrer, parce qu'on est dans un mode pod multi-instance, il faut que je puisse récupérer ces informations au démarrage. Et ça, bah, en fait, il y a un gros avantage, c'est que je peux le stocker aussi dans mon bucket. Donc là, on va voir la clé. Donc là, j'ai choisi de stocker en fait la clé sous un format cache de points, le nom de l'application, le nom du cache, la version du cache qui sera un integer, et la clé. Ça peut donner, bon là avec des exemples très simples, ça donne quelque chose comme ça. Et la clé, elle provient de add cacheable. Donc en mettant le nom de l'application aussi, bah, ça me permet de, dans un seul bucket, vu que c'est quand même quelque chose qui est payant, on ne peut pas faire plein de buckets, ça a un coût. C'est qu'en mettant le nom de l'application, bah, je peux partager mon API avec d'autres personnes et en fait les données ne vont pas s'écraser. Parce que si jamais je stockais juste avec la clé, si le même ID était utilisé dans 2 caches différents, ça allait me poser un problème. Donc le nom du cache aussi, il est là pour différencier ça. Et comme je vous ai dit, si la prochaine application qui démarre en fait veut récupérer une autre version, bah, je vais stocker en fait des informations sur la configuration du cache. Donc là je vais le stocker dans une clé, donc ça c'est le document que je vais stocker, on va le mettre dans cache, conf, l'application name et le cache name. Donc là je suis indépendant de la version, c'est-à-dire que toutes mes versions de mon cache vont essayer de récupérer cette information. Donc là, c'est l'ensemble des données que j'ai mis. Donc il y aura le nom du cache, la version du cache, la version de l'application qui a inséré, en fait, qui a écrit cette version de cache. Et on va garder les précédentes informations de l'application et du cache version. Donc ça, on va voir pourquoi après. Et un max cache version. Donc pour bien comprendre, en fait, on va faire quelques exemples.
Si j'ai une mise en prod sans changement de modèle, en fait ma conf en base, ici bon bah alors c'est mon application qui est en 2.0.4, le cache est en version 18, le précédent c'était une version 17, c'est une application 2.0.3 qui est insérée. Mon max cache version il a 18, donc là on met en prod en fait, il se passe rien, ma configuration n'est pas mise à jour. Donc ça c'est plutôt cool, ça se passe bien. Maintenant une mise en prod avec un changement de modèle. Donc là, en fait mon cache est en 18, moi ce que je veux c'est qu'il passe en 19. Donc ça c'est l'application qui aura l'exception qui va faire ça, et en fait les prochains pods qui vont démarrer, eux ils vont récupérer ces informations là, ils vont même pas avoir l'exception que l'application qui a eu l'erreur aura. Ce qui va directement dire, bah, moi en fait je cherche un document qui est dans une version 19. Donc on incrémente aussi le max cache version et on met à jour les précédentes applications version et cache version. Pourquoi ça on les met à jour et pourquoi on veut les garder? Parce que si on fait un rollback, donc on est en train de déployer, donc ça dure un peu de temps, et en fait on regarde dans Grafana, puis là on s'aperçoit que finalement il commence à y avoir beaucoup d'erreurs. Ça fait 10 minutes qu'on a commencé le déploiement, et là on se dit ah bah non en fait il y a un bug, donc on veut revenir tout de suite à la version, et en fait on n'a pas envie de perdre forcément les données qu'on avait en cache. Donc là on était en 2.1.0, on était en 19, c'est le cas précédent, on va remettre la 2.0.4. Donc là vu qu'on a les informations, on va directement les récupérer, et on va mettre ça à jour. Le précédent, il va rester sur la 2.0.4 et le max cache version, c'est là qu'il est important, il va rester à 19. Parce que maintenant on corrige son... Voilà, on a trouvé pourquoi il y avait une erreur. On va faire un patch. Donc on a une version 2.1.1. Et en fait, on ne veut pas utiliser la version numéro 19. Parce qu'on ne veut pas insérer en fait les données dedans. Et surtout on ne veut pas les récupérer. Parce que moi j'avais un bug et j'ai pas envie de savoir ce qu'il y avait dedans. Donc le max cache version, là, il va servir à nous dire, bah non, en fait, ta prochaine version, c'est la numéro 20. Donc là, quand on fait la 2.1.1, il va se baser dessus ça, et non pas sur celle courante, pour dire, bah, il y a déjà eu quelqu'un qui a fait quelque chose, tu as eu un rollback, moi ça m'intéresse pas, je veux directement passer à la 20. Et donc on laisse l'information, ça. La 19, après, elle est oubliée, mais au moins c'est géré directement. Et donc toutes les autres instances qui vont démarrer vont utiliser la numéro 20. Donc dans le fonctionnement, dans le code, si on prend une partie, donc là c'est ma méthode qui va gérer les exceptions. Donc là on est dans le catch exception, c'est celui-là qui a eu le problème. Il connaît donc son application information, donc ça c'est une classe qui sait que voilà on est en 2.0.1. Donc tout ça en fait c'est des informations qu'on peut loader au démarrage via des plugins Maven qui permettent de récupérer de Git et on sait dans quelle version on est. Puis bon, un tas d'autres informations. Là, quand on récupère celle qui est en référentiel, donc en base, on sait qu'on était en version 2.0.4.18. Donc, pour toutes les nouvelles instances qui démarreront plus tard, on vérifie quand même, voilà, s'il démarre et que quelqu'un a déjà mis à jour, il faut gérer la concurrence. Donc si c'est la même, on va redonner celle de la conf qui était en base. Mais là, dans le cas qu'on est ici, en fait, on va aller regarder, est-ce que mon application... Donc l'application version, le 2.1.0, il est plus récent que celui-là du référentiel. Si c'est le cas, on va incrémenter. Si jamais c'est le même, en fait on s'aperçoit, donc si ici j'avais un 2.0.4, on s'aperçoit qu'on fait un rollback et on reprend la précédente. Donc ça au niveau de la comparaison, là je partais sur quelque chose de simple, on est juste toujours sur quelque chose majeur, mineur, patch. Avec des integers, donc la comparaison c'est assez simple, on prend le minimum, on compare avec une boucle et on sait laquelle est la plus grande ou pas. Donc le plus récent c'est assez facile à déterminer, c'est juste des integers quand on a splitté chacun des éléments. Mais il faut également penser aux versions snapshot, parce que quand on est en test ou en dev, si jamais on a une exception qui se produit, faut aussi dire que oui, je travaille sur une snapshot et il y a eu un problème. Donc dans le cas d'une snapshot, on considère que c'est pas la même application, donc là on va incrémenter. Et pareil, si jamais c'est plus récent, si on va regarder si on est plus récent et que je suis dans une snapshot, on va considérer que c'est vrai. Parce qu'en fait, pour les versions qui ont des erreurs, si c'est que dans des versions snapshot, on considère qu'on a changé le modèle et c'est comme si on avait déjà fait une release. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien faire attention aussi en comparant. Donc gérer le changement de modèle, ça, maintenant, avec ce système, on peut faire. Maintenant, on va voir, c'est ne pas saturer pendant l'éviction.
Donc au départ, en fait, je suis reparti pour faire le même problème que j'avais eu finalement avec Hazelcast, c'est-à-dire rajouter un TTL sur le document Couchbase. Donc là, je me dis, bah ok, je laisse Couchbase gérer, je vais dire, bah ce document, en fait, il va gérer 2 heures. Il va vivre 2 heures. Sauf que, bon, bah c'est pas mal, mais déjà, ça gère pas à la demande. Et ça veut dire quand je vais appeler mon web service, si jamais j'ai juste un TTL Couchbase, bah, je peux pas supprimer ce que j'ai à l'intérieur. Et, euh, et puis bah, l'autre chose, bah, c'est pareil, une fois que mon document il est pas là, bah, tous les appels sont en train de passer en même temps. Donc le problème en fait de tous les appels qui sont en même temps, bah, c'est que j'ai mon code, une fois que c'est parti, tout le monde vient et tout le monde exécute le même code. Donc ça, c'est pas ce que je veux en fait. La solution, c'est de laisser passer en fait juste un seul appel. Donc là, en fait, quand j'ai pas ma donnée, je vais appeler le code. Et ce que j'aimerais, c'est que tous les autres appels, ils savent que quelqu'un est déjà en train de demander un refresh et ils vont utiliser l'ancien cache. Et quand le code va remettre à jour le cache, là, on va vouloir aller rechercher en fait dans le nouveau cache. Donc dans cette solution, donc j'ai 2 points à faire. C'est que déjà, il faut que je gère le TTL quand je dis voilà, il faut que ça dure que 2 heures. Donc ça, plutôt que d'utiliser le TTL Couchbase, je vais le calculer en dynamique. En mettant, c'est que mon document, en fait, je vais le wrapper, donc je vais reprendre le contenu serialisable, puis je vais rajouter une date. Et en fait, je vais simplement après comparer la date pour savoir si jamais ça a déjà dépassé. Et pour la partie qu'on appelle en web service, bah là, il faudrait que je gère aussi un système. Et donc, je vais me servir, je vais créer en fait une entrée avec une clé, avec un document vide, parce qu'en fait, j'ai rien besoin de récupérer. Mais ce que je veux, c'est que j'ai une clé d'éviction qui soit capable de me dire, je le rendre asynchrone, je veux dire, ok, je veux une éviction, je veux pas le faire, je veux pas l'enlever, mais juste dire, la prochaine fois que tu vas le prendre, cette donnée-là, tu vas la considérer comme invalide. Donc, sur comment on va gérer tout ça, bah en fait, sur le get manage de tout à l'heure qu'on avait, donc on a ici, donc, on récupère sur le get. Bah avant d'aller chercher le document, on va aller chercher la clé d'éviction. Donc là, à partir de ma clé, je recompose donc un document ID qu'on a vu tout à l'heure, et je vais aussi recomposer une clé d'éviction. Je dois être capable de la retrouver, donc à partir de cette clé, je sais la composer. Je vais regarder, et s'il y en a une, bah dans ce cas-là, je vais gérer mon cas ici de dire, je veux qu'il n'y en ait qu'une seule en cours, sinon tu vas continuer à faire ton travail. Donc la première qui va passer, elle va retourner nulle, et les autres, en fait, elles vont continuer leur boulot, elles vont dire, bah non, en fait, il y a déjà quelqu'un qui fait quelque chose, donc moi je continue d'utiliser le cache. Donc après, ils feront le client.get, c'est le code qu'on a vu tout à l'heure. Et il y a également donc, la partie manage TTL, donc ça, on ne veut pas le gérer dans Couchbase directement, on va le gérer au niveau Java. En fait, on va simplement récupérer le document, vu qu'il a été wrappé, on récupère la date. Et ici, donc il y a un objet cache-TTL qui va me dire est-ce que j'ai expiré? Et c'est pareil, il va faire la même gestion que lui, c'est-à-dire qu'il va laisser un seul document aller exécuter le code, et les autres, il va dire non, il y a déjà quelqu'un qui gère l'éviction, t'en occupes pas, tu continues, tu retournes le document. Donc ça, il y a une partie spoil qu'on verra après. Pour gérer le fait qu'il y ait une seule demande en même temps, c'est simplement une concurrente HMAP qui va contenir les clés, un atomique booléen, et qui va dire ok, il y a déjà, moi je suis en train de le faire, donc par défaut il le récupère à false, il va regarder, il va dire ok, toi tu es en train de faire quelque chose. Dans ce cas-là, il va dire tu peux. Alors le premier il va dire ok, moi je suis en train de le faire, on va dire tu retournes nul. Les autres ils vont dire non, c'est bon, il y a déjà quelqu'un qui s'en sert. Et la clé d'éviction, alors c'est peut-être pas trop visible pour les gens qui sont loin, mais en fait je reprends le même format de clé, cache app, cache name, avec le numéro de version et la clé, mais sauf qu'avant la clé, je veux insérer un 2.evict. Donc je suis capable de composer, redécomposer mes clés, et c'est ça que je vais aller chercher dans la clé d'éviction. Pour la partie TTL, alors je vais expliquer ça, pourquoi j'ai choisi de mettre une interface, parce qu'on peut choisir son implémentation.
c'est que quand il y avait Azelcast, on a vu qu'il y avait des petits soucis en fait d'éviction, donc il y avait quand même pas mal d'erreurs au moment de l'éviction. Et pour se protéger de ça, bah, en fait, tout ce qui était schedulé ne se faisait pas, par exemple, entre 18h et minuit. C'est une période de forte audience, donc en fait, il y avait des contraintes, on disait, bah non, je veux pas le faire. Donc sur le coup, moi, quand j'ai redéveloppé, on voulait avoir une sécurité aussi de dire, tu vas faire une éviction, mais il y a des horaires où je veux pas que tu le fasses. Ce qui veut dire qu'on veut bien faire une éviction, par exemple, toutes les 10 minutes, mais bon bah on est quand même en train de réimplémenter un cache, on sait pas comment ça va se passer, donc il dit on veut garder le même comportement. Ça il faut que tu puisses gérer le fait de dire tiens entre 19h et 22h je veux qu'il se passe rien. Donc ça c'est le comportement par défaut, donc c'est le static cache TTL, donc il est assez simple, en fait on va lui donner une valeur en secondes, et puis bah, pour regarder si ça a expiré, en fait on va prendre le document, donc on va récupérer le document qui est frappé, on récupère la date à laquelle il a été fait. On va regarder par rapport à maintenant, on rajoute le nombre de secondes, et puis on sait si ça a expiré ou pas. Pour celui-là, on voulait des exclusions, donc là c'est les dynamiques cache TTL. En fait, on va le construire en donnant un TTL, on va lui donner une date de début d'exclusion, une date de fin. Là, il y aura un peu plus de travail qui sera fait, parce qu'au moment où on va faire... on va calculer s'il est expiré, en fait on va vérifier qu'il ne tombe pas dans la période qu'on a demandé. Donc, ça c'est dans les tests, on peut voir, c'est que par exemple si je demande une éviction toutes les 30 secondes, bah, s'il est 16h et que je voulais pas entre 17h et 23h, en fait il me dit c'est bon, en fait le TTL là il dure 30 secondes. Donc ça c'est un autre cas pareil. Et là, s'il est 18h et que je devrais pas avoir d'éviction, je tombe dans la période, en fait il va calculer que finalement j'ai beau demander toutes les 30 secondes, il va dire bah non il est 18h, la prochaine fois que tu as le droit de faire une éviction, c'est dans 5 heures. Donc tu peux pas le faire là. Donc ça redonnera false sur le as expired. Pareil, sur les évictions, il faut bien penser, comme on a dit au départ, c'est qu'on peut avoir deux versions en prod. Donc, pendant une mise en prod, quand on fait une éviction, bah, il faut pas que juste le cron ou celui-là qui va passer, qui va dire ok, supprime telle donnée, faut pas qu'il fasse que sur la version où lui il est en fait. Donc par exemple, si on avait une version en 18 et une version en 19, s'il y en a un qui tourne, il va dire ok, efface la 18, bah, il faut aussi effacer l'autre, parce que finalement c'est les mêmes données, mais elles sont pas dans la même version. D'où l'importance tout à l'heure d'avoir stocké les deux versions, parce qu'on peut récupérer la courante et la précédente. Alors ça va dépendre comment on se situe, mais de toute façon ça sera les deux versions. Si jamais c'est l'ancienne, si c'était une 2.04 dans le cas de tout à l'heure, en fait la preview ça sera la 2.04 et ça sera la 2.1.1. Donc comme ça de toute façon il sait toujours lesquels. Ça c'est ce qu'on veut donner au système qui fait l'éviction. Et au départ, bah, je me disais on peut faire l'équivalent d'un select étoile from maclé et on met 1% à la place de la version. Sauf que ça c'est pas du tout performant parce que ça nécessite de faire des index primaires dans Couchbase et s'il y a vraiment des millions de documents, ça va être très très long. Et en fait nous on veut pas quoi, on veut savoir, il faut cibler exactement le document qu'on souhaite créer. Donc pareil sur la clé d'éviction, quand je la crée, j'ai rajouté un TTL Couchbase pour dire voilà tu dures que 7 jours. Parce qu'en fait faut pas oublier que bon, bah, la mise en production avec les deux clés, et ça c'est peut-être 20 minutes toutes les 2 semaines. Et en fait on n'a pas envie de pourrir la base avec en disant bah voilà il y a X millions de documents qui sont là mais en fait qui concernent rien parce que personne ne va les effacer. Vu que quand on fait une mise à jour, on efface la clé d'éviction. Si personne n'appelle, s'il n'y a qu'une seule application qui tourne, ça ne serait pas effacé. Donc là, on se dit on va les garder 7 jours au maximum et ça sera effacé tout seul dans Couchbase. Après, dans les tests, alors, on va revenir sur le spoil de tout à l'heure. Quand on démarre le serveur, je vois un premier appel qui passe en erreur, puis après tout est OK. Donc souvent, c'est vrai qu'on voit dans les serveurs, on fait oh, il y a une erreur au départ, mais ça marche en fait. Bah là c'était quand même important parce que j'étais en train de faire ça et en fait si le code qui est exécuté, donc quand on retourne nul dans le get, le code est exécuté, si jamais il y a une exception qui est lancée dans le code, un nul pointeur, autre chose, c'est pas accessible, en fait ça va pas passer dans le put du cache et ça va pas relâcher mon sémaphore et donc il va croire qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train de faire une éviction sauf qu'en fait il n'y a rien. Et donc la solution que j'ai trouvée, parce que ça demandait beaucoup de changements, et là c'était vraiment dans le code de gestion de Spring Cache,
En fait, on pouvait pas lui dire je veux rechoper l'exception pour rappeler le put ou faire autre chose. Bah, ça a été simplement de rajouter un timeout au bout d'un moment et de laisser passer un autre appel. Ça veut dire que, ça c'est le code de tout à l'heure où j'ai dit qu'il y avait un petit spoil, bah s'il y a une éviction qui est en cours ici, on va vérifier quand même depuis combien de temps elle est en cours, et ça c'est paramétrable. Et bah dans mon cas, donc j'ai dit, bah voilà, si ça fait 5 minutes en fait que tu as déjà fait une éviction, c'est quand même louche. Donc au-delà de 5 minutes, je vais en laisser repasser en fait un calcul, et donc ça va retourner nul, et le calcul va s'en refaire. Donc là, il faut quand même monitorer son application, parce que faut pas laisser des trucs qui traînent pendant 3 heures, et ça va quand même retourner des données, c'est ce qu'on a vu dans le choix du cap, mais elles seront pas fraîches, mais au moins j'ai quand même de la donnée. C'est pas un train de tomber en permanence. Ça peut être un document qui manque dans les calculs ou autre chose, quoi. Et alors, dans les petits bonus que j'ai rajoutés, on m'a dit ouais c'est bien, après c'était rajouté, c'est... En fait, on fait quand même du NoSQL, mais des fois il y a des documents qui dépendent d'autres documents. Et donc plutôt que de mettre le code d'evict à l'intérieur de la classe qui implémente le cache, en fait j'ai rendu un service, on verra comment on injecte tout à l'heure. C'est un evict service et c'est lui qui va dire comment tu supprimes la donnée à l'intérieur du cache. Donc pareil sur les evicts et les clears, en fait on va passer une clé. Et cette clé on va aller chercher dans la conf, on va récupérer donc les deux versions. Donc là c'est une liste mais en fait ça pourrait être une paire, c'est juste les deux versions qui viennent. Et après on va le donner au service d'éviction, on va lui dire voilà on donne un ensemble de paramètres pour lesquels il peut travailler, il lui faut le bucket, il lui faut la clé, il lui faut un tas de choses. On va lui dire voilà tu travailles avec ça, et ça va être géré dans un service d'éviction. Donc celui-là que moi je propose par défaut, c'est un classique. Alors j'ai repris des fonctionnalités qui existaient dans celui-là qui était du Labs de Couchbase. Donc par défaut là en fait on va passer une éviction, on va créer une clé et en fait on va simplement faire le client observe. Donc on va insérer la clé et on va dire voilà en fait tu vas faire ça et je demande une éviction mais en fait je la fais pas moi-même. Ça sera le get qui va gérer ça tout à l'heure. Après ça c'est un truc que j'ai repris, alors faut faire attention je pense au niveau perf. C'était une possibilité de rajouter un tag dans la clé. Si on mettait 1%, il était capable d'interpréter et de faire une requête et d'aller supprimer un ensemble de clés. Donc ça, je l'ai un peu laissé, mais ouais, pour moi, il faut vraiment faire attention parce que si jamais il y a beaucoup de clés et qu'on commence à faire des selects et à récupérer plein de choses, ça peut être problématique. Au niveau du builder, donc quand je vais créer, et c'est là que c'était important tout à l'heure par rapport au manager, c'est que quand je vais le définir avant, mon cache, ici, je vais lui donner un certain nombre de paramètres. Donc là, quand je vais créer mon cache, je vais simplement faire donc une new instance avec un bucket. Ça, c'est qu'il a besoin pour travailler. Quand je le build, je vais lui donner le nom de l'application avec le numéro de version, le nom du cache. Par défaut, il va créer un cache avec une version 1 et avoir mon classe evict que j'ai créé moi-même. Mais si on veut rajouter un TTL, parce que je veux dire, voilà, ces données, en fait, mon cache de type 1 qui prend tel produit, dans mon builder, je vais simplement lui dire utilise ce cache TTL. Donc pareil, j'ai un builder et là je lui dis après tant de secondes ou après tant de minutes ou comme on a vu tout à l'heure, tu fais après 2 heures mais sauf entre cette période. Donc tout ça c'est paramétrable et je peux le faire avant et le donner à mon manager. C'est mon manager qui va créer ça, mais en même temps je lui donne toutes les informations pour pouvoir le paramétrer correctement. Et pareil, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la classe d'éviction, en fait le service, je vais pouvoir en passer un spécifique pour un cache. Donc quand mon add cache value, en fait, pour celui-là, je peux lui dire tu vas utiliser tel service d'éviction. Il peut y avoir typiquement, je veux supprimer une fiche sur un produit, donc sur un film, et si j'ai stocké le casting et que je sais créer la clé associée, je peux vouloir supprimer 2, 3, 4 documents en même temps que faire une éviction. Ça sera à chacun d'implémenter. Après, il y a dans l'API, par défaut, j'ai proposé quelque chose qui puisse faire le classique qu'on a vu tout à l'heure. Donc dans les critères demandés, ne pas saturer pendant l'éviction, ça on sait faire. Après, il y a le cas des objets volumineux. Donc là, j'ai lancé, en fait, je fais mes tests en local, avant de le bencher, tout est OK. L'environnement de test, ça se passe bien, puis au bout de 30 minutes, tout s'écroule.
Ah, ah bon, petit problème. Et en analysant en fait le SDK, donc qui est le driver que je vais sur Java, bah en fait il a un pool de connexion avec des sockets pour interroger la base, et ça il est limité à une connexion. Donc dans la documentation, ils disent bien, bah oui, par défaut il n'y a qu'une connexion, et si vous le changez, bah en fait il faut vraiment savoir ce que vous faites, c'est que vous avez benché, et vous savez pourquoi. Et donc en analysant tous les threads, bah, tous les threads étaient en attente en fait sur cette partie-là. Donc ce qui se passait en fait, c'est que bah, tous les appels donc, ils prennent 1 ou 2 millisecondes, ça prend pas longtemps, mais en fait sur les gros documents, bah, il y a quand même un coût réseau pour aller chercher les informations. Et ce coût réseau, bah, sur le bench d'une heure, bah, en fait au bout d'un moment ça se cumule. Donc je perds toujours quelques petits millisecondes à chaque fois. Et dans le bench, on disait, bon bah en fait au-delà de 2 secondes, c'est pas une réponse acceptable, et on va considérer que c'est en erreur. Mais en fait le cumul de tous ces coûts réseau, bah, au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, sur les gros documents, ça fait que ce bout d'une connexion, il avait cumulé un retard de 2 secondes, et tout tombait en même temps. Et donc, bah, tous les threads étaient en attente en fait, en disant, bah, ils ont bien mis dans la queue en disant, oui on veut ce document, mais ça passe pas. Donc la solution, c'était bah, d'augmenter le pool de connexion. Donc ça, c'est assez facile en fait. C'est une Java Options, -d comme Couchbase, KV Endpoints pour les key values, et en fait j'ai augmenté à 10. Ça c'est cool, ça nous laisse de la marge, mais en fait ça résout pas le problème de fond. Qui est que mes gros documents, bah, en fait, si j'en ai vraiment beaucoup qui sont appelés, potentiellement en fait ça va quand même se cumuler, et j'aurai des problèmes. Donc là, je suis reparti sur la solution qui finalement avait été mise en place et qui avait eu sur Hazelcast, où ils avaient eu le même problème, c'était trop lent, donc en fait, il fallait remettre un cache en local. Donc je suis reparti sur mettre in memory. Donc là, c'est cool, on rajoute une option, on dit in memory, et puis voilà. Mais bon, il faut quand même implémenter derrière. Donc, derrière, ça, en fait, je suis parti sur une concurrente HMAP locale, et tout le principe, en fait, qui a été développé tout à l'heure, bah, j'ai pu le reprendre en fait. C'est que je vais avoir une concurrente HMAP. Donc au niveau de la consistance des données, bah finalement c'est pas grave qu'il y ait un petit retard. Donc je vais laisser passer un appel toutes les minutes, aller chercher dans le Couchbase, et je rafraîchirai mon cache local, la concurrente HMAP. Donc un appel, c'est pas ça qui pose un problème. En fait, il peut passer dans la socket, c'est vraiment quand il y a 40, 50, 60 appels par seconde sur les gros documents. C'est ça qu'on a du mal à gérer. Par contre, le fait de laisser passer un appel de temps en temps, ça pose pas de problème. Donc si je le stocke en mémoire, bah en fait, les appels ils vont arriver, ils vont récupérer en mémoire, j'ai plus de coût réseau, et il n'y en a qu'un qui passe de temps en temps pour rafraîchir la donnée. Ça, comment ça va se gérer? Donc là, on va voir sur le bout qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Donc quand j'ai la clé, je crée un document ID. Et bah, je vais simplement regarder, donc si j'ai paramétré en disant oui, j'ai un cache en mémoire, bah, je vais simplement le rajouter dans mon cache après l'avoir mis en base. Et pareil, si on passe nul, alors il faut savoir que dans les puts, si la valeur est nulle, ça veut dire supprime la donnée. Parce que si jamais notre calcul retourne nul, bah, il ne faut pas aller rechercher quelque chose qui existait avant. Il faut bien penser à le supprimer aussi, quoi. Donc c'est pareil, là en fait, bah, s'il n'y a pas de donnée, bah, je la supprime en base, mais en même temps je vais aussi la supprimer de mon cache en mémoire s'il a été demandé. Pareil dans le finally, c'est là qu'on enlève le tag, quand on a dit ok, bah, en fait tu avais demandé une éviction, donc c'est là qu'on les enlève, et c'est là qu'on va enlever le flag pour dire bah, il y avait une éviction en cours, et là en fait on peut l'enlever. C'est là qu'on gère les sémaphores. Au niveau du get, donc on va reprendre pareil, on va laisser, ça c'est le code de tout à l'heure, on a un petit peu enrichi. Donc on a toujours l'éviction qui est là. Bah, juste avant d'aller chercher en fait dans la base, ici, on va regarder si jamais j'ai demandé l'option en mémoire. Si elle y est, je vais aller chercher dans mon in-memory cache, qui est une classe qu'on va voir après. Je prends la clé, je dis est-ce que c'est là? S'il me dit oui, c'est là, en fait, tu le prends. Et donc on va pas passer dans le reste. Et on va gérer le TTL de la même façon. Si par contre c'est pas là, ça peut être quelqu'un d'autre qui l'a déjà mis, donc une fois qu'on le récupère, on va l'insérer dans le cache en mémoire. Parce que ça peut être une autre instance, où on démarre il y a une instance qui démarre, et ben en fait au départ il l'a pas, il va dire moi je l'utilise en mémoire, cette option. Tu as demandé pour ce type de cache en particulier que ça soit en mémoire, donc là on va le remettre dedans, et il sera utilisé. Après sur la gestion in memory, donc en fait j'ai refait une classe à part qui était dedans.
Donc bon, on va reprendre le même principe de dire il y a déjà un rafraîchissement qui est en cours. Donc ça, on a vu tout à l'heure comment le gérer. Une concurrente HMAP avec des atomiques booléens. J'ai choisi de limiter, donc ça c'est aussi paramétrable, le nombre d'éléments, parce que voilà, si ça fait déjà 1 méga qui a 1000 éléments, ça commence à faire pas mal de mémoire sur des pods qui sont à 2-3 gigas, donc ça fait déjà 1 giga de données, c'est pas mal quoi. Donc là en fait on va faire une éviction en disant bah, s'il y a déjà tant d'éléments, bah, tu en prendras plus. Et donc sur les méthodes, qu'on va voir après un peu, bon bah il y aura quelque chose qui me permet de déterminer que ça fait plus d'une minute que la donnée est déjà en mémoire, on va aller checker les informations. Donc ça, c'est quand on veut récupérer en mémoire, donc on récupère l'objet, s'il y a quelque chose, on va reprendre le même traitement. On va vérifier si on a besoin d'aller checker en base, donc ça va faire pareil un sémaphore de ce côté-là, pour dire bah oui, là ça fait plus d'une minute que tu as cette donnée, il faut que tu ailles le chercher. Et de la même façon, si on accède, on va dire bah non, il y a déjà quelqu'un qui est en train de rafraîchir la donnée, donc prends l'ancienne, c'est pas grave quoi. Donc on gère de la même façon un document qui est wrappé avec le contenu et la date. Donc si on fait ça, bah, en fait on peut gérer aussi les objets volumineux. Donc maintenant, c'est bien, on a fait tout ça, on va quand même bencher et voir ce qui se passe. Alors ça va être le même bench que j'ai eu tout à l'heure. En fait, la partie erreur, il n'y en a plus. Et sur les taux, on est vraiment faible. Ça, c'est le même bench que j'avais eu avec Hazelcast, où il y avait beaucoup d'erreurs et que d'un seul coup, en fait, tous les temps montaient à plus d'une seconde. Donc là, j'ai plus d'erreurs. Ça, je l'ai refait récemment sur le même truc. On a même doublé le nombre d'appels. Parce que là, on était vers 650 appels par seconde sur une instance. On a refait le même à 1300 appels cette semaine, et en fait ça a donné les mêmes résultats. Il n'y a pas eu d'erreur, et donc il y a de la marge, parce que la partie clé-valeur, en fait dans Couchbase, ça marche vraiment bien du moment qu'on a la clé quoi. Donc ça, bon, ça va un peu moins parler, mais c'est en détail quand on a chacune des méthodes ici qui sont testées. Ça permet de voir au niveau de Getlin le nombre d'erreurs et le temps d'appel. Donc là en fait tout est très faible, donc on est très content. Après, il y a une chose que j'ai rajoutée qu'on oublie souvent en fait dans les API, c'est une petite partie de monitoring. En fait, j'ai rajouté des mbin qui sont activables avec des Java Options, notamment pour moi en local vérifier ce qui se passe, parce que quand on appelle, je ne sais pas forcément et j'ai pas envie de regarder toutes les logs. Et ça permet de récupérer par Prometheus aussi un certain nombre d'informations. Sur la version Spring Boot 2 avec Actuator, en fait, il suffit de créer des mxbin et en fait, on peut tout récupérer directement. Donc là, il aurait suffi de changer en mxbin et ça fait la même chose. Donc je vais créer deux types de mbin. J'en ai un global qui va me lister l'ensemble des caches qui existent avec leur nombre. Ça me permet de voir facilement ce qui se passe. Et après, je vais créer un mbin par cache. Donc ça c'est un exemple sur une Visual VM. J'ai un cache qui s'appelle Data Cache. J'ai rajouté un certain nombre d'informations qui va être le temps moyen en millisecondes des 100 derniers appels, les différentes clés avec le nombre de fois que ça a été appelé. Ici on va voir le max, le min. Alors j'ai pareil pour les clés d'éviction, pour la partie in-memory et mon type de cache, savoir s'il va dans le Couchbase ou s'il est in-memory. Comme ça me permet de vérifier que tous mes paramètres fonctionnent bien. Donc ça je l'ai remonté en fait dans tout l'environnement de bench. En fait il y avait on les récupérait par Prometheus et donc ça me permettait quand même d'avoir des stats pendant que j'étais en train de bencher. Comment on l'enregistre? C'est simplement au moment où je vais créer dans le manager, ici je vais créer un cache global. En fait je vais créer en donnant le nom qu'on a vu tout à l'heure, Couchbase, String Cache, directement, je vais créer un mbin et ça je vais le retourner dans mon manager à chaque fois que je vais créer un nouveau cache. En fait il va être enregistré de façon automatique. Pareil pour chaque mbin de chaque cache. En fait ça va me créer un objet cache stat qui va être dans chaque instance des caches et qui va me permettre de gérer en fait toutes les statistiques qui vont être remontées. Donc ça c'est l'objet cache stat. Alors
On implémente l'interface qui se termine par mbin avec toutes les get et autres choses qui permet de savoir ce qui va être exposé comme données. Et en même temps, c'est lui qui va contenir donc toutes les infos et autres choses. Et via cette classe que je donne dans chaque implémentation, donc dans chaque cache, je vais utiliser des options qui vont permettre d'enregistrer les informations et de les calculer. Et comme je voulais pas que ça impacte les performances, parce que c'est quand même le but en fait, du cache et qu'il soit performant, bah, je ne veux pas calculer ces stats directement. En fait, ici, alors déjà pour l'enregistrer dans le getMissingCache, je le rajoute à chaque fois. Pareil quand je crée le load cache, en fait je rajoute mes caches. Mais sur la partie, quand on veut calculer les opérations, bah là je les ai simplement rajoutées en fait, sur le client.get. En fait là j'ai une éviction, donc avant je vais lui dire ok crée-moi une opération d'éviction. On va voir ce que ça fait après. Et ici je la marque que en fait ça c'est fini et je l'envoie dans une queue. Parce que derrière, je veux pas que ça impacte mon système sur les performances, donc je veux pas le calculer comme ça, et puis si jamais il y a des problèmes, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc tout est asynchrone. En fait, à chaque fois que je vais avoir des stats, je vais les envoyer dans une queue, et je vais prendre un système d'event loop qui va gérer, en fait, et qui va consommer l'ensemble des statistiques, et qui va me les mettre à jour de façon asynchrone. Comme ça, j'ai pas de... Enfin, tout est fait en asynchrone, c'est envoyé, c'est des petites opérations, mais ça me prendra pas de temps. Et pareil, c'est que la queue, bon, bah, si elle dépasse, en fait, s'il y a trop d'éléments et que ça n'arrive pas à gérer, c'est pas grave parce qu'en fait ma queue n'est pas bloquante. Je préfère perdre des informations sur les stats que ça devienne bloquant et que ça impacte mon métier. Donc là, pareil, je vais entourer à chaque fois que je fais client.get. Donc là, c'est pour les opérations Couchbase. Et je vais faire la même chose sur la partie in-memory. Et mon mark end and send to queue, en fait, il va simplement mettre une date de fin. Donc quand je crée l'opération, j'ai une date de début, je prends une date de fin et je l'envoie dans une queue. Et après j'ai un thread qui tourne, qui fait ma partie d'event loop en fait. Elle va simplement récupérer les messages de la queue, elle récupère l'ensemble des deux dates, elle calcule la différence et elle met à jour en fait le cache stat. De rien. Ben merci en fait. Si vous avez des questions. Bonsoir à tous. J'ai quelques questions en fait. Quelle est la volumétrie des données si on démarre une nouvelle instance d'application et on veut tout cacher? C'est-à-dire qu'en giga du cache, ça représente des 1 giga, 10 giga ou... Alors tout cacher, ça aurait pas d'intérêt parce qu'en fait, là c'est non, je veux dire, pour une instance, c'est-à-dire que si on monte la version et on veut toutes les données pour cette version. Alors on n'aura pas d'impact mémoire, sauf dans le cas in-memory, parce que de toute façon, on va simplement aller chercher dans le Couchbase l'information à chaque fois. Okay. Donc là, quand on démarre, si on n'a rien in-memory, il n'y a aucun impact mémoire et il ne se passe rien. C'est au moment où on va avoir la méthode avec le addCacheable dessus. Là, il va dire ok, qu'est-ce que je fais? Il va chercher en fait dans le Couchbase à chaque fois. Sauf que on a déjà une base Couchbase, mais là plutôt pour du code où on va exécuter, on va récupérer 2-3 documents, on va faire des opérations ensemble. Donc c'est des données transformées qu'on ne veut pas mettre à jour à chaque fois. Et donc ça, en fait, on va les stocker. Ça marche. La version du cache, est-ce que on la change seulement si au niveau du bin ou au niveau de l'application? C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre changement de structure donnée, on incrémente cette version. C'est fait tout seul, ça. C'est l'API qui le gère. Mais est-ce qu'elle est faite automatiquement sur toute l'application ou par bin en fait? C'est-à-dire que, imaginons que j'ai un seul changement sur un bin sur toute l'application, on change de version, est-ce que du coup il va incrémenter pour tous? Ça va être lié en fait par à chaque fois qu'il y a une notation addCacheable, on va prendre par exemple type 1, il va dire ok là il y a un problème, il va incrémenter donc pour la clé qu'on a vue tout à l'heure, alors je vais essayer de la reprendre, ça sera peut-être plus simple. À la base, la question, je la pose parce qu'en fait, on aurait pu directement mettre à la place de la version de cache, on aurait pu mettre la version de l'application.
Et au final, on n'aura Oui, pas eu ça, à en fait, gérer, j'aurais ce pu choix. faire ça, mais seulement si je mettais. C'est ce que je voulais faire au départ. Mais je m'aperçois que quand je fais une mise en production et que j'ai pas de changement de modèle, bah, ça m'embête de tout recalculer. Alors qu'en fait, je pourrais réutiliser ce qui existe déjà, quoi. Donc c'est ça, on n'arrive pas autant de souvent de changement de modèle. Du coup, Ouais, clairement, enfin, j'ai pas à chaque fois. Si on fait un petit patch, en fait, par exemple, on dit, voilà, il y a juste un truc qui change, c'est un mode de calcul, mais ça impacte pas forcément le modèle. C'était dommage de dire, bah, quand l'instance redémarre, elle est obligée de recalculer. ok. Mais oui, initialement, j'avais regardé dire, bah, je vais prendre la version de l'application. Mais ouais, je perdais en fait l'accès direct aux données et qu'il soit immédiat. En Et fait. dernièrement, juste le in-memory cache, est-ce que ça aurait été pas plus intéressant de le mettre à bas niveau pour tous les données? C'est-à-dire que pas que pour le gros Alors, volume. oui, mais ça c'est plus, bah, ça en option c'est paramétrable, donc en fait on peut le mettre partout. Mais j'ai regardé à un moment donné, vu que les coûts d'accès c'était de l'ordre de 1 à 2 millisecondes pour accéder à la Couchbase et récupérer l'information, ça reste assez négligeable et ça n'a pas d'impact, enfin au moins de récupérer dans la Couchbase, ça n'a pas d'impact mémoire, quoi. Parce que définir que c'est un objet lourd, il fallait quelque part que le dev, un autre quelque part, qui dise ça c'est un objet lourd, donc il faut que ce soit énervé. Alors de toute façon, oui, quand on crée un cache, il y a quand même une réflexion à avoir, qui est de se dire, bah, qu'est-ce que je vais mettre en cache comme type de données. Et voilà, là, c'est typiquement pour des objets lourds comme ça, c'était toute une grille de programme TV, donc assez grosse. Donc la personne qui fait ça sait que c'est quand même des volumétries assez imposantes, quoi. Donc là, bah, comme partout, en fait, quand on paramètre son cache, on doit rajouter différents types et on sait que c'était lourd. Après, en général, on les bench et on s'était aperçu que là, il y avait beaucoup de données, donc on a mis juste une memory pour ça. Ok. Tu m'as répondu, mais c'était justement comme là on utilise du réseau pour aller chercher les données à chaque fois, à chaque appel. Ouais. Il n'y a pas de problème de perf. Bah non, parce Zcash qui mettait que en RAM tout le temps là. alors en fait, il faut voir que Hazelcast il met en RAM, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a quand même un serveur Hazelcast qui a lui a les données centralisées, et donc il va quand même contacter le serveur pour aller dire est-ce que j'ai la donnée, et il la récupère aussi. Donc il y a quand même un coût réseau qui a été effectué. Il fait pas que d'avoir, parce qu'il faut qu'il communique avec ses différentes instances. Ça serait pas juste un EH cache local qui lui aurait pas, bah, bien sûr il aurait tout en mémoire, donc ça pose pas de problème. Mais là, bah non, l'idée c'est de partager avec plusieurs instances, donc de toute façon il y avait un coût réseau. Après, j'étais quand même assez étonné qu'en mode clé-valeur, ça soit aussi faible, hein. C'est vraiment de l'ordre de... La plupart, c'est 1 milliseconde, quoi. C'est assez rapide, c'est... Et après justement, c'est donc Couchbase, il y a plusieurs instances, Ouais. buckets, et les pods aussi sont différents. Et tu m'avais dit que tu as dit qu'on en mettait à Paris et dans le sud. Ouais. Et est-ce que justement les Couchbase, il y en a un dans le sud qui va taper une instance qui est dans le nord ou autre? Alors, Tu les mets au même ça, endroit. en fait, il y a... Donc, on fait un cluster, il y a des nœuds qui existent. Et après, on va dire, voilà, donc mon bucket est créé. En fait, je veux dire, tiens, il y a une réplication. Donc, par défaut, il va répliquer en 10 sur 2. Et quand on met la donnée, après, c'est le système comme il peut y avoir dans un Kafka ou dans autre chose. En Ça fait, clique partout. il met la donnée, il va commencer à la rafraîchir. Donc, il y a aussi, ce qui est important, c'est le level de consistance qu'on va taper. En fait, on va pas demander ce que ça soit forcément répliqué partout, parce qu'en fait, moi, la consistance, c'était pas le point prioritaire. Donc, en fait, la donnée, ça va être répliqué tout seul dans le Couchbase. Il va dire, ok, je la mets à jour, et puis elle sera disponible, quoi. D'accord. Après, pareil, ouais, le niveau de consistance, c'est aussi quelque chose qui peut avoir des impacts sur les performances. Si on attend que ça soit répliqué partout, en fait, bah, le get, il sera beaucoup plus long que si jamais on récupère la donnée telle qu'elle est, quoi. Ok, il n'y a pas un risque justement que j'ai un peu de mal, je connais pas très bien Couchbase où il interroge une instance, la donnée n'est pas là, donc il la charge, et après pareil dans un Alors, autre cache, J'ai... ton système de sémaphore marche pas parce que Oui, alors le sémaphore, en fait, il va marcher pour une instance. Donc, en fait, au maximum, alors là où avant, en fait, chaque instance laissait passer, genre peut-être 100, 300 appels d'un coup, là, c'est juste chaque instance va exécuter, en fait, un appel. Donc, le coût est quand même limité parce que ça veut dire qu'il y a potentiellement, il y a peut-être 20 instances qui vont faire le même traitement en même temps, mais c'est pas très grave parce qu'à la fin, elles vont insérer dans la même clé et c'est quand même limité à un appel par une instance. Ok. Dernière question aussi, donc là c'est le back-office, et il y a bien un client aussi devant qui va consommer l'API. Ouais. Et c'est peut-être pas forcément le même problème, mais il y a aussi des problèmes de version potentiellement, parce que les box ne se mettent pas tous à jour tout le temps.
Alors, bah, c'est pour ça qu'on renvoie derrière du JSON et souvent cette partie-là elle change Ouais, pas trop, jamais, quoi. Après, c'est pas forcément la donnée quand on va appeler notre ressource et qu'il va retourner un REST, c'est pas forcément là qu'on a besoin d'un cache. Ça va être plus bas parce ouais, mais il y que a la même problématique, c'est pas le cache, mais il peut y avoir la même problématique entre il peut y différents avoir la même clients problématique, et mais la bon, ça, en fait, de toute façon, vu que c'est des autres équipes, en général, on change pas le modèle comme ça et ça, on leur informe. Mais nous, ça peut arriver de dire que, bah voilà, en fait, pour des raisons de performance, on duplique un peu les données en OSQL. On va dire, voilà, tel document, j'ai inséré. En fait, maintenant, je lui donne une liste d'ID parce que j'ai quelque chose qui regroupe, mais je veux lister plusieurs ID dedans parce que c'est plus pratique pour aller rechercher des données, quoi. Ça me permet de cibler directement la bonne plutôt que de charger plein de choses. Et bien là, donc mon modèle il change, et ça c'est que dans ma partie calcul, et il faut que je puisse le gérer, quoi. Mais c'est pas, ouais, je l'utilise pas en termes, le web service appelle et il récupère le cache directement. C'est assez rare, quoi. Après, ça peut servir sur oui, par exemple la page home que tout le monde va afficher, on pourrait dire bah tiens tu prends ça et tu récupères du cache, t'es pas en train de composer plein de choses. Mais le modèle en soi que les clients reçoivent, lui, il faut pas qu'il change. Ça c'est une problématique que tout le monde aurait Bien sûr. avec les clients, quoi. Moi, avec un site web qui se met à jour tout seul. Ouais. Ok, plus de questions. Ouais, j'ai quelques questions. Donc la première, tu y as un peu répondu. En fait, ton approche en mémoire est finalement mononeux, mais tu l'as bien dit. Donc finalement, Alors, t'as plusieurs instances qui vont avoir ce même bout de code qui tourne. ouais, alors, Enfin, tout ton cache in memory, le stale alors la where partie de remaining. memory, en fait, Ouais. comparée à l'autre solution d'avant, qui était Ouais. juste un cache local, Ouais. c'est que si quelqu'un le met à jour, Mm. en fait, tous les autres caches, potentiellement, au bout d'une minute, ils vont récupérer la nouvelle donnée, ils feront pas le calcul, mais ils vont simplement la rafraîchir. Ouais, Ouais. tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des mécanismes que tu as, tous les sémaphores et tout, sont quand même limités à un mononœud, et donc tu as N instances qui vont. Oui, avoir alors un comportement. potentiellement, oui, Ouais. si jamais j'ai 100 serveurs qui tournent, Ouais. ça se peut que j'ai Oui. 100 fois qui soient, mais bon, Et- ça reste minime en fait. Non, tout à fait. Donc ça c'est bon. Au niveau du Couchbase, enfin, tout ce qui est paramétrage justement de cohérence, réplication, lecture sur les réplicas et tout, c'est tout par défaut. Vous avez tuné ça ou pas? Non, ça c'est pas tuné, en fait, Zut. dans le micro. Ouais. Ah non, c'est bon. Il y a une partie, c'est au niveau, enfin, pour lire les consistances et autre chose, ça va être au niveau de Spring qu'on va dire, Oui. ça va être envoyé dans la requête. Ouais, non, Mais c'est- sinon, non, par défaut, Ouais. il n'y a rien de tuné de Ouais. particulier, Et du quoi. coup, juste pour répondre à les questions, sur Couchbase, le fonctionnement par défaut, il privilégie la cohérence, tu as un seul master. Tu ne vas pas lire sur les données. La réplication, c'est juste pour la résilience si jamais il y a tout qui s'effondre. C'est juste ça. Donc en fait, ton Couchbase est cohérent. Et du coup, sur la serialisation Java, c'est quand même pas ultra méga trop optimisé. Ouais, Et, du coup, tes documents à 1 méga. bah, il passe en fait. Non, ils passent. Justement, je suis en train de me dire, t'as vraiment 1 méga d'informations dedans ou- Alors, Parce que. quand ça fait 1 méga, c'était 1 méga en JSON, Ouais. voire plus. Mais ouais, bon, c'est toute une grille TV en fait qui est passée et qui est dedans. Donc en fait, en Java déjà, ça va être beaucoup plus petit. Quand ça va Non, être, non, la serialisation Java il va être beaucoup plus- incroyablement dégueulasse. Ouais. Je- Bah, ouais, après, et ouais. en plus, Couchbase sur les protocoles, parce que vu initialement Couchbase ils Ouais. faisaient du binaire et machin, ils ont rajouté le JSON à la fin, puis ils ont commencé à tuner un petit peu, parce que du gros JSON qui se promène, c'est un peu dégueu. Enfin, mon abac à moi, c'est guerre épais en UTF-8, ça bouffe 3 mégas 2 quoi. Donc typiquement, les clients Ouais. qui me disent, ouais, si j'ai des docs de 2 mégas, je dis, sérieux, t'as 2 tiers de guerre épais. Alors après, ça va, au début, moi j'étais vraiment parti sur le mettre de façon souple, en JSON, tel que ça Ouais. existait. Et bah, très vite, quand j'ai fait des tests, c'était un ratio de 1 à 6, D'accord. en me disant. Faire le JSON avec Couchbase ou tu fais le JSON ou Java La question, Ouais, c'était en Java. c'est-à-dire, tu fais un Jackson en Java. En fait, c'est de la même façon que Spring Data va gérer de la même façon. En fait, il convertit l'objet. En fait, j'ai repris les mêmes bouts de code pour recréer le JSON, quoi. Ouais, ok, parce qu'en fait, normalement Jackson, si tu fais juste une conversion. Ouais, c'est ce que j'avais fait en fait. Au direct, c'est plus rapide que faire un write object serialized de Java. En fait. Bah après, sur le truc, ouais, alors, je crois que j'en ai essayé plusieurs, mais à chaque fois sur les ratios, Et en c'était fait, pas. moi, ma question, c'est que j'avais la même. C'est pourquoi vous n'êtes pas allé vers du protobuf ou un truc où tu peux nativement faire les évolutions de schéma et parser en fait un schéma ultérieur. Ça te simplifiait quand même pas mal l'arborescence de gestion de découverte des schémas, etc.
Ouais, bah Et après en sur plus, les en plus, extensions. ça prend moins de place. Je pense qu'un des trucs qui est finalement, c'est lié aussi à la taille, hein. Peut-être que ta grille de programme, elle est fonctionnellement comme ça et on peut pas la réduire, tu vois. Mais c'est vrai que finalement, avec des trucs à 1 méga, ça te biaise vachement le truc. Ouais, Sur après le ça nombre c'est d'appels. en fait c'est Ouais. un cas extrême qui était dedans et qui posait des problèmes, Ouais, quoi. bien sûr. Mais Euh, clairement après de toute façon il y a des enfin ça n'a pas de sens quand on voit sur une box, quand on démarre une box et qu'on doit récupérer plein d'informations. Mm. Et encore des fois un méga, j'en ai vu des beaucoup plus gros. Ouais. Ça n'a pas trop de sens parce qu'en fait on devrait envoyer le delta. Donc en fait il y a c'est pour répondre à un besoin un peu ponctuel mais qui devrait être retravaillé parce que oui, bah, bien sûr. ça là-dessus on devrait envoyer les deltas, quoi. Pareil, hein, tu l'as bien dit, il y a aussi la question de ces d'autres équipes, vous avez vos variations de schéma, enfin Ouais, t'as pas ouais. l'impact de bout en bout, donc forcément tu peux Ouais. pas tuer la perf de bout en bout. Ouais. Et du coup, ouais, non, ça me faisait juste bizarre parce que, alors, remarque globale et à rediscuter, hein, mais justement l'intérêt de Couchbase, c'est que tous les mécanismes de cache que tu as un peu réimplémentés là, en fait, il le gère en partant du principe que en fait, l'appel réseau coûte limite moins cher que de refaire le truc et tous les mécanismes Oui. de cache et de choses comme ça. Et tu l'as montré sur TMBin, là. Le temps d'accès Couchbase, on est Oui, sous la il est- milliseconde, on voit rien On voit rien. Ouais. parce que tu es sur un réseau qui est pas trop déplorable, Alors, donc ça devrait faire le taf. Justement, mais ça demande un travail en amont et qu'il n'y avait pas forcément Ah, c'est possible, ouais. qu'il faut faire et qui pouvait Mhm. être, enfin, quand le besoin évoluait, c'était de dire, je travaille, et en fait, je stocke le document. Mhm. Sauf qu'aujourd'hui, c'était pas forcément à la main de l'équipe. Il y a une insertion qui a été faite des données et il faudrait retravailler. En fait, le cache, c'est pour pallier un besoin en fait où on devrait travailler avant pour dire je prends tel document, je sais que j'ai besoin de ça, donc je vais le calculer, je vais le stocker tel quel Ouais. et je vais le récupérer. D'accord. Ça serait l'idéal. Mm. Sauf que, comme je t'ai dit, en fait, été mis en place en Ouais. 3 jours suite Ouais, à un d'accord, problème. ouais. Donc, mais oui, ça demanderait en fait à retravailler. Parce que moi, à chaque fois quand on me dit où c'est que je le mets, je dis de base en fait, on récupère un document. Donc c'est qu'en fait, c'est une bonne étape, une bonne piste en fait pour améliorer l'application. Ouais. C'est de se dire où il y a un add cacheable qu'on utilise comme ça. Ouais. En fait, c'est peut-être qu'on doit calculer le document à l'insertion et le stocker tel quel, quoi. Ouais. Et que voilà, C'est c'est ça, d'où ouais. on duplique un peu les données Ah oui, en donc ça, SQL, mais ça on devrait le faire à l'insertion. Ça, c'est un des sujets qu'on aura après à gérer l'ingest, c'est de dire justement repartir au endroit où il y a du add cacheable et de se dire peut-être qu'au moment de l'insertion, alors, il faut qu'on calcule un document et qu'on l'insère tel quel. D'accord, ok. Mais c'était plus pour pallier en fait des problèmes qu'il y avait en mettant assez vite Hazelcast et finalement on avait quand même pas mal de soucis avec. Ouais. Et donc c'était pour remplacer ce problème-là, quoi. D'accord. Et question, parce que du coup, tu as quand même pas mal. Enfin, tu peux montrer la liste des problèmes que tu as résolus au fur et à mesure là. Ouais, Ma question, enfin, forcément, tu avais les contraintes et tout, je les ai pas forcément. Mais ma question, c'est entre chaque feature que tu as ajouté dans ton cache, tu vois, le stale ou le revalidate, du coup, j'attends, je mets des sémaphores et tout, à chaque fois, tu as revérifié que ça valait le coup? Ou tu as un peu contraint par le truc, tu as dû un peu tout pondre et après tester Alors, j'ai pas tout eu en même temps. En fait, là, j'ai listé à chaque fois, puis j'ai refait le code de façon à présenter pas tout un bloc, mais juste des petites parties pour que ça soit présentable. Mais ouais, j'avais pas cassé tout le code, multisite. Après, on me dit, ah tiens, en fait, ne pas saturer pendant l'éviction. Ouais. Le problème du changement de modèle, il est venu par la suite quand j'ai commencé à présenter. Donc, on me dit, ah, mais en fait, il faut gérer ça aussi. Et donc ouais, il y a quelques trucs qui sont rajoutés, donc j'ai pas tout pondu et de toute façon, je suis allé plutôt en mode, on va dire agile. C'est que quand j'ai récupéré le projet, je l'ai testé, j'ai fait quand même un truc assez simple. Et j'ai dit ok, ça marche. En fait, j'ai validé étape par étape. Je suis pas parti sur un mode dev complet et fait tunnel en disant tiens voilà. Cool. Ouais. En fait, surtout voilà par rapport au client, c'est que j'ai commencé, je lui ai discuté, je fais tiens est-ce que ça c'est acceptable ou pas. Donc j'avais fait le premier qu'on a vu. Qui faisait juste des get et des machins, donc on m'a dit ouais ça me paraît pas mal, en fait ça gère notre cas. Donc j'ai plus géré aussi le multisite au début, puis après en fait j'ai changé au fur et à mesure, quoi. D'accord. Parce que du coup t'as vraiment saturé pendant l'éviction avec Couchbase? Ouais, T'as pu l'observer? non, les 30 minutes, ouais, justement je l'ai vu. J'étais un peu étonné parce qu'en local je l'avais refait et j'avais pas de problème. Et bon, après, ils étaient montés sur. C'est un truc qu'on demande peut-être pas autant, mais en fait, on demandait justement les gros documents là qu'ils faisaient. Enfin, c'est plus qu'un méga, en fait, ça s'en est un quand j'ai pris pour regarder, mais ils disaient vraiment, c'était des trucs lourds. Et la première fois que c'est tombé, je fais, ah, mais en fait, tout était flat. Puis au bout de 30 minutes,
Et là, on me dit, bah, fait, tiens, c'est tombé. Je fais, bah non, en fait, c'est bizarre, quoi. Enfin, donc sur le coup, je me dis, bah, la solution, elle marche peut-être pas. Donc après, j'ai fait des thread dump et j'ai regardé sur quoi ça bloquait, quoi. Ouais, ouais. Et donc ça a vraiment cumulé, en fait, un retard réseau assez important, en fait. D'accord, ok. Ah bah, ça marche. Ok. J'ai encore une question. Dans ton premier slide, tu avais dit en fait, bah, tu as fait de la R&D pour trouver la solution. Ouais. Je serais curieux, quelles autres solutions tu as envisagées et pourquoi tu les as écartées? Alors en fait, j'ai commencé à regarder tous les trucs sous Spring. Après, j'avoue, bah, ça s'est fait beaucoup en partenariat avec mon responsable, où à un moment donné, j'ai commencé à regarder Hazelcast pour paramétrer pour tout ce qui existait. Et bah, quand je suis tombé sur ce projet-là, donc au début, j'en ai parlé. Alors ça s'est fait aussi étape par étape, c'est que j'ai dit, tiens, en fait, il y a ça qui existe. Il m'a dit, bah ouais, ça me plaît bien, ça valide. Donc après, on a commencé j'ai fait un premier POC, et ce qui fait que ça s'est enchaîné par la suite, quoi. Mais oui, il y a certainement d'autres solutions qui peuvent exister. Après, La question c'est, tu me montres quels étaient les critères qui t'ont permis de repousser les autres, quoi. Est-ce que tu as pris le premier qui fitait ou tu as dit en fait on en teste 3? non, bah, au début, en fait, j'ai commencé à regarder par rapport à ce qu'on m'avait demandé. Donc après, certainement, j'ai pas non plus, c'est pas non plus ma spécialité de faire des caches à l'origine, hein, je sais pas. Donc en fait, j'ai regardé 2-3 trucs, j'ai regardé ce qu'il y avait sur les marchés, et puis aussi il y avait par rapport à des coûts de licence, hein, qui pouvaient rentrer en compte. Et après, en fait, c'est parti, genre, ouais, au bout j'ai testé 2-3 trucs. Au début, je voulais paramétrer Azecast. Puis finalement, je suis tombé sur ça, donc je l'ai présenté. Et après, ça a assez vite parti sur enchaîner sur cette partie-là, quoi. Donc ça s'est pas non plus fait, tiens, je vais faire un cache Spring avec Couchbase et hop, on y va et on part là-dessus. Ça, c'est vraiment, vraiment en mode itératif, quoi, en disant, ok, j'ai vu ça, il me dit, ok, bah teste. Donc j'ai testé. Je suis revenu le voir le soir en disant, bah voilà, ça marche bien, j'ai donné les détails. Et il me dit, bon, bah continue dans cette partie-là. Et au fur et à mesure, ça s'est fait, quoi. Mais ouais, je serais ravi de discuter d'autres solutions qui existent après. On va le faire autour d'une bière, je vous propose tout ça. Bon, bah merci encore. Ouais, merci.